Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de décembre 2022. Au mois de décembre, j'ai lu 8 livres, donc je vais vous faire un retour sur ces lectures. Et après ça, on pourra passer à 2023. Je sais que ça fait 3 vidéos en ligne que vous avez concernant cette année-là, mais... Et voilà, hein, on n'y échappe pas, là. Ben oui, on pourrait y échapper, mais c'est pas ce que j'ai fait comme choix. La première lecture que j'ai fait, c'est un album qui s'appelle Le Noël de Marguerite de India Desjardins. Je me rappelle pas c'est de qui les illustrations. Et si je me trompe pas, c'est publié par La Pastèque. C'est l'histoire de Marguerite qui est une personne âgée qui vit seule dans une très grande maison. Et ça fait plusieurs Noëls que, elle le passe seule parce que ses enfants ont des enfants, puis ils priorisent leur famille à la place d'elle. Puis avec l'âge, elle est devenue un peu craintive de sortir de chez elle, donc elle est bien contente quand même de passer seule avec ses petites habitudes. Elle s'est fait son petit repas, elle le réchauffe au micro-ondes, elle va s'asseoir devant la télé toute tranquille, elle profite des programmes du temps des fêtes. Quand tout à coup la cloche de la porte se fait entendre parce qu'il y a quelqu'un, une famille dans une auto qui ont eu un accident. Et là, elle devient super angoissée parce que est-ce que c'est des gens qui veulent venir la voler? Elle les connaît pas. Puis elle sait que comme personne âgée, elle est vulnérable. Donc là, ça sera un peu la résolution de ce problème-là, le cœur de l'histoire, puis l'effet que ça a sur Marguerite. C'est vraiment un super bel album. C'est un peu long pour un enfant. Donc, tu sais, même moi, je l'ai lu en 2 jours, pas parce que c'était trop long, mais parce que j'ai fait autre chose finalement. Puis j'étais déjà en train de lire un livre, fait que voilà. Mais c'est vraiment, tu sais, ça prend au moins une 30aine de minutes à lire. Puis c'est vraiment un bel album de Noël. Je trouve que c'est le fun de voir un Noël qui est pas festif, en grand groupe, super intense, avec plein de flafla. Puis c'est un Noël tout simple, avec un personnage relativement simple aussi. Puis j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à lire. Donc je vous le recommande pour l'an prochain si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment un bel album de Noël pour les adultes, je crois. Ou en tout cas les plus vieux enfants. Là. Mettons au moins 8 ans et plus, je dirais. Mais vraiment une belle lecture. Toujours dans la catégorie album, j'ai lu le spécial Paul à Montréal de Michel Rabagliati, publié chez La Pastèque. Je qualifie ça d'album parce que c'est vraiment pas une bande dessinée. T'sais, je pourrais pas dire autrement, là. Donc, en fait, c'est les illustrations que Michel Rabagliati avait fait dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Donc, il avait fait des grandes affiches qui relataient un peu l'histoire de la ville. Et il y a plein d'informations là-dedans sur la ville de Montréal. Donc, c'est vraiment très intéressant, informatif, mais c'est un hors-série, là. Ça n'a pas vraiment rapport avec les histoires de Paul, normalement. Puis c'était vraiment une commande de la Ville de Montréal. Ils voulaient avoir des illustrations de Michel Rabagliati pour une exposition. Donc, j'ai bien aimé. Tu sais, c'est un album. Je sais pas comment dire, mais c'est... Comme, mettons, si j'avais vu l'exposition dans la ville, j'aurais pas beaucoup de choses à dire à part comme allez-y pas, c'est intéressant ce qu'on apprend, c'est des belles illustrations, comme c'est un peu ça. Je peux pas vraiment dire plus là, même si c'est sur le format livre, c'est comme pas vraiment critiquable, mais en tout cas, c'était bien. Si vous aimez l'univers de Paul, c'est à lire. Sinon, c'est pas la fin du monde, vous allez survivre là, si vous avez pas lu ça. Même si vous avez lu tous les Paul, ça a plus ou moins rapport. Toujours dans les Paul, j'ai terminé la série avec Paul à la maison de Michel Rabagliati, toujours publié chez La Pastèque. Donc, dans ce dernier tome publié, je ne sais pas si c'est le dernier de la série, j'espère que non, mais peut-être. On retrouve Paul qui est rendu vraiment à un âge plus vieux. Je pense qu'il est comme dans la cinquantaine. On apprend qu'il s'est divorcé. Ça semble pas trop vieux là, comme séparation, peut-être 1 an. Il habite seul. Sa fille est rendue au cégep ou en tout cas dans ces âges-là. Donc, tu sais, elle a plus ou moins d'intérêt à aller passer du temps chez son père parce qu'elle a plein de choses à faire. Puis aussi parce que son père s'est pris un appartement un peu random. Elle n'a pas d'attachement à cet endroit-là.
Et Paul, ben, se retrouve à accompagner sa mère, ben, à veiller un peu sa mère parce qu'elle est malade. Puis, ben, c'est ça, c'est aussi le récit des salons du livre auxquels il participe. Donc, c'est un peu un roman, un tome plus sombre, plus triste. En même temps, c'est pas si triste, mais c'est sur la solitude, les deuils, puis pas les deuils juste de personnes décédées, mais le deuil d'une relation, le deuil de nos attentes envers nos enfants qui grandissent. Ben, c'est un peu ça. Fait que j'ai aimé ça, mais c'était pas un tome qui m'a vraiment autant enthousiasmé que d'autres. Mais c'était correct. Fait que je suis contente de l'avoir lu, mais je vais probablement pas le relire, celui-là. Donc voilà, ça a été comme un 3 sur 5 pour Paul à la maison. J'ai lu Drame de Reina Telgemeier, publié chez les éditions Scolastiques. C'est l'histoire de Cali, qui est une jeune fille qui adore le théâtre, mais pas pour être sur la scène, mais pour faire les décors. C'est vraiment sa passion. Puis elle est comme dans un groupe à l'école de gens passionnés de théâtre, puis de production théâtrale aussi. Donc, c'est pas mal autour de ça que sa vie tourne. Puis, ben, c'est sûr qu'elle est à l'âge des premiers amours, puis ben, tous ses amis aussi. Donc, c'est un peu... c'est vraiment un récit sur l'adolescence et les gens qui trippent sur le théâtre. Fait que je me suis vraiment reconnue dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Pour moi, ça a été comme un 4 sur 5 parce que, ben, j'aurais aimé ça qu'il y ait un dénouement peut-être différent pour Cali. J'ai vraiment aimé voir comme la production du spectacle. Là, moi aussi, c'est mon univers, donc je trouvais ça très intéressant. Puis, ben, ça m'a juste donné envie de lire plus de cette autrice-là. Je sais qu'elle est vraiment appréciée par plusieurs personnes. Fait que je vais lui donner sa chance en 2023. Mais c'était vraiment très, très bien. Puis c'est ça, c'est tout en couleur, les illustrations, là. Donc, je vous le conseille si jamais c'est un univers qui vous parle, vous aussi. On va passer maintenant à la section roman, mais avec un roman qui parle de théâtre à l'école, à l'adolescence. C'est le deuxième tome de Fab de Émilie Ouellette. Le deuxième tome s'appelle L'Étoile et c'est publié chez les éditions Petit Homme qui sont une collection, je crois, des éditions de l'Homme. Fab, dans le premier tome, ben, elle apprenait que ses mamans allaient se séparer, qu'une allait vivre à Rouyn-Noranda et l'autre allait vivre à Rimouski. Puis elle allait faire une demi-année à Rouyn-Noranda et l'autre demi-année à Rimouski. Et devoir choisir à la fin de tout ça. Donc là, comme c'est le deuxième tome, c'est la deuxième partie de son année à Rimouski. Et dans le premier tome, elle se faisait intimider, donc elle arrive là un petit peu braquée. Et elle se dit, moi, c'est pas vrai que je vais me faire niaiser ici, donc elle fait un peu le comportement inverse. Et ben c'est ça, quand elle était à Rouyn-Noranda, elle avait découvert l'improvisation. Puis ben là, elle arrive à Rimouski, puis elle a envie, elle, de faire de l'impro parce que elle avait, c'était vraiment comme une nouvelle passion. Et là, il n'y a pas grand-chose qui se passe à Rimouski. Donc, elle va un peu devoir, c'est le bon verbe parce que c'est pas seulement un désir, elle a pas le choix. Elle va devoir s'occuper de la troupe d'impro, de la ligue et de repartir ça à Rimouski. Donc, on sent ici que Fab, elle est en plein cœur de l'adolescence. Elle est vraiment perturbée par tous ces changements-là qu'elle vit avec le déménagement en plein milieu. Ben, 2 déménagements en 1 an avec 2 mamans séparées. En plus, elle est racisée, puis là, elle est dans des petits villages où il n'y a pas grand monde qui lui ressemble. Donc, elle vit beaucoup de défis. C'est vraiment très intéressant. J'ai préféré le deuxième tome au premier pour son écriture. Je trouvais on sentait moins les opinions de l'autrice être dissimulées à travers les paroles des ados. Je trouvais que c'était plus subtil, en tout cas. Fab, c'est vraiment un personnage que j'aime. Sérieux, ça me fait vraiment penser à Victoire Divine. Victoire Divine aussi, ça parle d'intimidation. C'est aussi une enfant... C'est aussi une élève racisée dans un milieu vraiment blanc. C'est sûr que Victoire Divine, l'intimidation, c'est central à l'histoire. Ici, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de ressemblances. Mais j'ai vraiment aimé ça. Fab, pour moi, c'est un 4 sur 5. J'ai hâte de lire la suite, de voir qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision, où est-ce qu'elle va aller, qu'est-ce qui va se passer avec son amour de l'impro et tout.
Donc, voilà pour Fab. J'ai fini On ne pleure pas au bingo de Don Dumont, publié chez les éditions Alénorac. J'ai commencé ce livre-là en septembre et je l'ai terminé en décembre. C'est pas parce que c'est pas bon, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est comme des petits récits autobiographiques, comme plein de moments de la vie de l'autrice qui sont racontés. C'est intéressant, mais c'est pas captivant. Comme, mettons, le soir, quand tu veux te détendre, t'ouvres ce livre-là, puis t'es comme « Ah oui, la fois qu'ils sont allés sur la réserve voisine pour chasser les canards, puis finalement, elle a fait la rencontre d'un beau gars. » C'est pas tout à fait le mood. Je sais que, en tout cas, que moi, je recherche. C'était vraiment drôle, là. Don Dumont, elle a vraiment un humour que j'apprécie. Les récits racontés étaient très intéressants. C'était juste comme pas une histoire linéaire, ce qui faisait que c'était difficile de reprendre le livre une fois qu'on le posait parce que j'avais pas d'intérêt vraiment à aller plus loin dans le livre. Fait que pour moi, ça a été comme un 3.5, 3.25, mais ça m'empêchera pas de lire les prochains, les 2 autres livres que j'ai dans ma palle de Don Dumont parce que je l'ai quand même vraiment aimé. C'est juste peut-être moins mon style celui-là que La course de rose. Ensuite, il y a un livre dont je ne vais pas vous parler parce que j'y ai dédié une vidéo un peu avant Noël. C'est N'oublie pas mon petit soulier de Nadia Lakhdari et c'est publié chez les éditions Goélette. Donc, si vous voulez avoir un avis plus complet, je vais mettre le lien à quelque part en haut, dans les i, pour que vous puissiez aller regarder ça. Mais j'ai pas besoin de vous repartager mon opinion sur cette lecture-là. Et on arrive finalement à la dernière lecture. Il y en a peut-être qui ont cliqué sur la vidéo juste pour avoir mon opinion sur Fleur captive de Virginia C. Andrews. Et mon édition est celle de France Loisirs. Je sais pas la date de quelle année, là. Mais je sais que le livre a été publié en 79, mais mon édition à moi... 81. Voilà. Donc, Fleur captive, c'est l'histoire de 4 enfants qui apprennent au tout début de l'histoire que leur père est décédé. Leur mère leur apprend que, dans le fond, leurs grands-parents sont riches, mais que la mère, elle a été déshéritée parce qu'elle a commis quelque chose de grave. Mais elle va tenter de amadouer un peu son père pour avoir accès à sa fortune parce que le père est sur le point de mourir. Donc, ils vont aller vivre chez les grands-parents le temps que le bonhomme décède pour qu'elle ait accès à l'héritage. Déjà, on a une idée de la qualité de cette personne. Mais, une fois rendus dans cette maison, les enfants apprennent qu'ils vont devoir vivre enfermés dans une petite chambre avec un accès au grenier sans faire de bruit et sans ouvrir les rideaux et faire... c'est ça, c'est comme s'il n'existe pas jusqu'à temps que la mère ait accès à l'héritage parce que leur présence est en lien avec ce qu'elle a fait dans le passé. Et c'est ça, son père, il serait pas content d'apprendre qu'elle a des enfants. Donc, elle va faire comme s'il n'existe pas. Puis, elle va les abandonner dans cette chambre-là avec la grand-mère qui est une genre de Lady Tremaine. OK? Si vous connaissez Cendrillon. C'est un peu ce genre-là. Donc, vraiment très sévère. Elle va comme fournir une liste de genre 20 règles aux enfants qui sont super intenses. C'est comme, vous devez pas être dans la salle de bain en même temps, les gars et les filles. Vous devez faire la prière. Vous devez toujours être propre. Vous devez pas partager les lits entre gars et filles. Il n'y a pas question que vous jouez dans le grenier passé telle heure. En tout cas, c'est vraiment extrêmement sévère. Et les enfants, vont accepter. Ils n'ont pas vraiment le choix. Hein? Puis ils aiment leur mère, puis ils se disent, ça fait le mieux pour eux. Donc, ils vont accepter d'aller vivre dans cette petite chambre-là, dans l'idée que ça va durer une journée ou 2. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc, ils vont passer vraiment beaucoup de temps à être captifs. Et la mère va commencer à tranquillement se désintéresser d'eux. Et eux autres, ils vont devoir trouver des moyens de survivre. La grand-mère est vraiment toute une marotte, là. Genre, je sais pas si j'ai plus détesté la grand-mère ou la mère.
je crois que j'ai détesté la mère parce que je m'étais un petit peu attachée à elle. Alors que la grand-mère, dès le départ, j'étais comme, ah, c'est la pas fine, tu sais. Mais c'est ça. Sérieux, j'ai bien aimé ma lecture. Il y a des moments que j'étais vraiment sous le choc en lisant. J'étais comme, j'en reviens pas de ce que je lis en ce moment. J'en reviens pas qu'ils ont fait ça. Il y a quelques petites plot twists que j'avais découvert quand même avant qu'ils le disent, là. Que je le savais avant, c'est ça, que ça soit révélé. Mais vraiment, c'était vraiment bien. C'est sûr que, bon, c'est l'histoire de captivité, c'est une histoire d'inceste, c'est une histoire de secret de famille, d'abus physique, sexuel, mental. Donc, c'est pas un roman super joyeux, mais c'était vraiment intéressant. Donc, si jamais vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Je pensais pas dire ça quand je l'ai vu, mais j'ai tellement entendu des gens en parler que ça piqué vraiment ma curiosité et j'espère que j'ai piqué la vôtre parce que c'est un vieux livre, tu sais, des années 80, mais c'est toujours très bien. C'est vraiment... j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment fait penser à Cendrillon par moment. Fait que... si vous aimez le genre d'histoire comme Cendrillon. Mais tu sais, ça m'a fait penser à ça, mais c'est pas tout à fait ça, quand même, là. Mais il n'y a pas de happy ending comme dans Cendrillon, nécessairement. Fait que pour moi, ça a été comme un 4 sur 5, mais peut-être que, comme c'est le dernier livre que j'ai lu de l'année, peut-être que dans 2-3 mois, je vais être comme « Oh non, ça, c'est un 5 sur 5, c'était vraiment bien. » Mais pour l'instant, c'est un 4. Voilà pour Fleurs captives. J'espère que vous êtes rassasiés d'avoir mon opinion. Moi aussi, je suis dans le club de Virginia C. Andrews maintenant. Je l'ai aimé. J'ai aimé Fleurs captives. Je suis pas sûre que je vais lire la suite, honnêtement. On m'a dit que c'était pas super nécessaire. Puis je n'ai pas particulièrement envie de la lire. Mais juste ce tome-là, c'était vraiment satisfaisant, la fin et tout. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une lecture que je vous ai donné envie de faire par ce point lecture. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!